entrons dans le vif du sujet. Nous allons parler QVT. Qu'est-ce que la QVT? QVT, qualité de vie au taf, ou au turbin, ou plus simplement au travail. Et donc j'invite à me rejoindre Madame Cornibert, Monsieur Mérigot et Éric Fiat, notre grand témoin, toujours là. Que nous a-t-il préparé pour aujourd'hui, on ne sait pas. Installez-vous, je vous en prie, bienvenue tous les trois. Asseyez-vous. Et oui, parlons donc QVT, car la crise sanitaire a également changé la relation que l'on peut avoir à son travail. Dans les milieux sanitaires et médico-sociaux, les professionnels se sont retrouvés en première ligne, devant faire face à des situations nouvelles, parfois difficiles, parfois même traumatisantes. Ils sont sur le pont depuis plus d'1 an. Comment aujourd'hui les accompagner au mieux, tant au niveau de leurs conditions de travail que sur le plan humain? C'est ce dont nous allons parler à présent avec donc Catherine Cornibert à côté de moi qui repart. Non. Ah bon, vous restez Madame Cornibert. J'en suis fort aise. Catherine Cornibert, docteur en pharmacie, cofondatrice de l'association SPS, Soins aux professionnels de la santé. C'est important, vous nous expliquerez pourquoi. À côté de vous, Nicolas Mérigot, directeur général France de Corian. Bienvenue Nicolas. Et puis donc, notre grand témoin, le philosophe Éric Fiat. D'ailleurs, Éric, c'est vers vous que je me tourne pour commencer. Quelle est, de votre point de vue, la meilleure façon de réagir en situation d'urgence, de détresse ou d'épuisement? Je n'en sais rien. Merci Eric. Puisque la détresse, l'épuisement, et quel était le troisième mot que vous employez? Le troisième mot était l'épuisement, l'urgence, la détresse. Voilà. Et l'urgence crée en nous en effet une sidération qui rend difficile justement l'action. Je suis épuisé, l'urgence me commande, et à ce moment-là, en effet, il y a quelque chose en moi qui s'arrête, qui se prostre. La première chose que je dirais, c'est que quand on est en face de quelqu'un en situation de détresse ou d'épuisement, eh bien, et je passe le relais à ma collègue, il est capital de pouvoir l'écouter. Il est capital qu'il y ait pour lui un lieu de qualité, une chambre d'écho à la bonne acoustique, où il puisse dire sa détresse, où il puisse dire son épuisement sans être jugé. Vous savez, il y a une très belle expression de la langue française qui dit qu'une lettre qui n'est pas arrivée à son destinataire est une lettre en souffrance. Aujourd'hui, on n'écrit plus beaucoup de lettres, donc on a peut-être oublié le sens de cette expression. Mais si vous renversez l'expression, vous comprendrez qu'il n'est pas de pire souffrance que celle qui ne trouve pas son destinataire. Ou alors qui trouve un destinataire sourd ou indifférent. Je me souviens des beaux mots que François Mitterrand avait prononcés lors de l'oraison funèbre dédiée à Pierre Bérégovoy sur la grande place de Nevers. Il parlait du suicide de Bérégovoy, disant que dans cet acte se mêlait la grandeur et le désespoir. Grandeur d'un homme qui a su choisir son destin, désespoir d'un homme qui a souffert à n'en pouvoir le dire, à ne pouvoir se plaindre. La pire souffrance, c'est celle qui ne peut pas se dire, ou alors qui se dit à des indifférents. Et par conséquent, il est absolument capital que, face à un professionnel du grand âge épuisé, atterré, souffrant, eh bien, il y ait pour lui quelque chose comme un lieu où il puisse déposer cette souffrance. À ce moment-là, son émotion paralysante, sa sidération, eh bien, trouvera en face d'elle l'hommage d'une considération, pour reprendre les termes d'hier. Donc je ne crois pas qu'on puisse se sortir tout seul de l'épuisement ou de la détresse. On a besoin d'un lieu où pouvoir dire cet épuisement et cette détresse pour que la sidération dans laquelle l'épuisement et la détresse nous placent trouve une considération. À ce moment-là, il y a une écoute qui déjà est quelque chose comme, non pas une solution, mais déjà un mouvement vers la solution.
Très bien, merci Eric. Je reviendrai vers vous tout à l'heure. Catherine Cornibert, je disais donc que vous êtes la cofondatrice de l'association SPS, créée en 2015, Soins aux professionnels de la santé. Pourquoi insistez-vous sur ce « là » ? Alors, professionnels de la santé, ça rassemble à un certain nombre de professionnels de santé, mais aussi d'autres professionnels de la santé. Il y a les soignants, évidemment, mais il y a tous les professionnels qui sont au contact des patients. Et voilà, au départ, au niveau de la création en 2015, on s'appelait professionnels de santé. Le ministère nous a demandé d'étendre, on s'est appelé professionnels en santé. Et en 2019, on s'est appelé professionnels de la santé. On est passé quand même de 900 000 personnes à accompagner à plus de 3 millions de personnes. Donc ça fait une vraie différence au niveau même de la souffrance, si on l'a vu pendant la crise sanitaire. Il ne faut pas oublier effectivement toutes ces personnes qui sont en contact des patients dans ce cadre-là, et je pense notamment au cadre administratif, au cadre de santé, à toutes ces personnes dans des structures de santé partout en France. Et dans ces 3 millions de personnes, 35% sont issus du secteur médico-social. Oui, tout à fait. Alors, pour peut-être parler un petit peu du contexte, l'association Soins professionnels de la santé, c'est une association qui accompagne tous les professionnels de la santé en souffrance et qui agit en prévention pour leur mieux-être. Et dans la première mission, en fait, on a une plateforme nationale d'écoute et on a, au départ de sa création, accueilli à peu près, je crois, 4000, il y a eu 4000 appels. Et puis l'année dernière, alors je remercie, j'en profite de remercier le CINERPA, nous a accompagnés très tôt, au moment de la crise sanitaire, pour relayer notre numéro vert, qui est le 0805 23 23 36, et l'application pour diffuser à l'ensemble du personnel médico-social. Et on a eu, du jour au lendemain, on est passé de 3 appels à 150 appels par jour. Donc ce numéro qui a été diffusé largement dans toutes les structures de santé auprès de tous les professionnels de la santé a servi, puisque je rebondis sur ce que disait M. Fiat, effectivement, quand on est en souffrance, on ne sait pas à qui s'adresser, mais surtout, il ne faut jamais rester seul, parce qu'on a besoin effectivement d'être écouté sans jugement, de façon anonyme et confidentielle, et à toute heure du jour et de la nuit. Alors les chiffres, vous en avez parlé un peu, j'y reviens, sont effectivement très éloquents, puisque donc votre plateforme d'écoute nationale, depuis fin 2016, a enregistré 11 000 appels, dont plus de 6 000 en 2020, et 3 000 pendant le premier confinement, qui a été la période la plus rude. Oui, en fait, dès l'annonce du confinement, c'était le 17 mars, on a effectivement mis tout en place pour accueillir un grand nombre d'appels avec des psychologues. Il y a plus de 100 psychologues sur la plateforme qui sont tous formés à la prévention du suicide. Ce sont des psychologues cliniciens, libéraux, très experts dans leur domaine. Et puis, ils ont accueilli, déjà ils n'avaient plus de travail eux-mêmes en présentiel, donc ils ont accueilli, ils ont relayé effectivement tout ce nombre d'appels. Et on est passé, on a eu plus de 3000 appels pendant le premier confinement, avec des pics à 150 appels par jour. Ouais. Avec de plus en plus d'appels du médico-social. Oui, alors ça a été très, très significatif, puisque les 10 premiers jours du confinement, pas d'appel du médico-social. Et puis, au bout de 10 jours, on s'est dit peut-être qu'ils existent quand même, ces gens-là, ils souffrent aussi. Donc on a relayé à travers des visuels aussi et une campagne via les réseaux sociaux auprès de tout le secteur du médico-social, et on a eu 10% de nos appels sur le secteur du médico-social, ce qui représente plus de 600 appels en France en 2020. Alors, quelle est la nature des appels ? Alors, on a, même si ce sont des appels anonymes et confidentiels, on a toutes les analyses, puisque chaque psychologue fait un compte-rendu à la fin de ces appels. En général, un appel, c'est 30 minutes. Ça peut aller jusqu'à 1 heure, 1 heure et demie en pleine nuit. Et on a identifié tous les profils de population. On a 20% à peu près d'infirmières, 15% d'aides-soignants, 10% de médecins. On a également 10% du médico-social, mais on a toutes les professions qui ont été représentées, y compris les vétérinaires, qui ont été en grande souffrance également, mais le libéral, les salariés, sachant qu'on a 75% de femmes qui nous ont appelées sur la plateforme, donc c'est énorme. Et à peu près au niveau des régions, une surreprésentation au niveau du Grand Est, puisqu'on a communiqué rapidement, la région Île-de-France et d'Ora, donc Auvergne-Rhône-Alpes.
Et les motifs des appels, alors ça c'est très important au niveau du premier confinement, c'était l'anxiété. J'ai peur pour moi, j'ai peur de contaminer mes proches, j'ai peur de rentrer à la maison. Et on a eu vraiment des appels d'urgence immédiate où on déclenchait le SAMU aussi par des personnes. Alors, un peu moins au premier confinement, mais au deuxième confinement et troisième confinement pour des idées suicidaires imminentes. Donc, ce n'est pas seulement par rapport à la structure, c'est aussi par rapport à l'entourage familial. Oui, tout à fait. Les proches. Ouais. On a eu beaucoup d'appels d'aidants, de collègues, de maris, de filles, de frères, de cousins qui disaient je suis très inquiète pour la personne que j'accompagne parce qu'elle ne va pas bien du tout, mais elle doit aller travailler. Je vais vous raconter une petite anecdote pour peut-être finir mes propos qui est assez marquante. Un soir, donc c'était le colloque, c'était au mois de novembre. Je rentre chez moi, j'étais assise dans mon canapé après une journée de colloque sur l'association SPS. J'ai un appel à 9h30 et c'est un anesthésiste réanimateur. Il a mon portable, puisqu'il est sur le site asso-sps.fr. Il m'a dit voilà, madame, j'en peux plus, je suis au bout du rouleau. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour moi? Et donc là, je l'ai pris au téléphone, puisqu'avec le docteur Eric Henry, on modère quand même un certain nombre de personnes sur la plateforme. Et il m'a dit je suis obligée d'aller travailler parce qu'il n'y a personne pour me remplacer. Et il partait dans la demi-heure. Donc, mais je suis sous adrénaline, j'en peux plus, j'ai vraiment plus envie de travailler. Et on l'a donc hospitalisé le lendemain. Et voilà, ce sont des mots très très forts qui nous sont parus sur la plateforme avec des témoignages extrêmement bouleversants. Et d'ailleurs, notre plateforme est devenue un peu un observatoire au niveau de la sémantique et de toutes les raisons en fait, des appels qu'on peut avoir sur cette plateforme. Ça arrive souvent que vous recommandiez l'hospitalisation de la personne ? Oui, en fait, on grade tous les appels de 0 à 5, sachant que 0, c'est un appel administratif. Par exemple, vous allez vérifier que notre plateforme marche bien jour et nuit avec 100% de décrochés, jusqu'à un grade 5 où on déclenche le SAMU de façon imminente. On a eu 20 appels en grade 5 en 2020. Depuis le début de l'année, on a eu à 5 appels. Et on a eu à peu près 170 appels en grade 4. Donc ça, c'est des suicidaires vraiment assez importantes. Oui, donc c'est important émotionnellement aussi, psychologiquement, c'est compliqué à gérer. Ouais. Est-ce qu'on peut parler un peu des actions de prévention, vous y avez fait allusion tout à l'heure, que vous menez depuis 2019 pour maintenir un bon état de santé des professionnels de la santé, par exemple? Oui, en fait, on s'est rendu compte qu'un soignant pouvait souffrir, et ça pas depuis le confinement, mais également, c'est rendu compte qu'un soignant n'était pas en très bon état de santé. Et on a fait une étude fin 2018 sur ce sujet, puis également on a refait quelques enquêtes en 2020 sur tous les critères, sommeil, activité physique, alimentation, et on s'est rendu compte notamment chez 2 populations infirmières et aides-soignants qui avaient 3/4 d'heure de sommeil en moins pour les infirmières, qu'elles ne mangeaient pas toujours à heure régulière, mais surtout, voire pas du tout, avec des jeûnes importants dans la journée. Et puis en activité physique, j'en parle même pas. Donc on est au-delà de l'accompagnement en souffrance psychologique, on a décidé au niveau de l'association de monter des ateliers de prévention qu'on a appelés les JAD, les journées d'ateliers dynamiques et d'échanges en santé, qu'on avait initié en présentiel depuis début 2019 et là qu'on a mis en visioconférence depuis fin novembre 2020, et on a déjà fait en visioconférence plus de 70 ateliers autour des 4 thématiques suivantes, tout ce qui est gestion du stress, mode de vie, alimentation, management et communication, et tout ce qui est fondamentaux juridiques et droits des salariés pour en tout cas donner un certain nombre de compétences. On a formé plus de 2000 personnes, et c'est le mardi et le jeudi soir. Il y en a encore 4 jusqu'à fin juin, et il y en aura encore beaucoup d'ici la fin de l'année, et aussi des journées entières pour apporter, pour sensibiliser tout professionnel de la santé sur des actions de prévention pour rester le plus possible en bonne santé. Donc on fait des ateliers sur le sommeil, la méditation, le mindfulness, l'autodéfense. Pourquoi l'autodéfense? Parce que les gens aussi se font agresser, les soignants se font agresser. Donc c'est tous des ateliers qu'on nous a demandés, dans lesquels on répond, et c'est 100% de satisfaction. Donc c'est un vrai enjeu aussi au niveau de la santé publique dans ce cadre-là. Alors votre plateforme existait avant la pandémie, j'imagine qu'elle existera après? Elle existe toujours, elle existe encore. On a eu plus de 2000 appels
toujours depuis le début de l'année. Non seulement les professionnels de la santé, on accompagne les professionnels de la santé, mais depuis le début de l'année, une autre population très vulnérable, qui sont les étudiants, sont venus nous chercher, puisqu'on est une des seules plateformes qui est ouverte jour et nuit, avec un accompagnement avec des professionnels experts. Et donc on accompagne depuis le début de l'année aussi les étudiants, avec aussi des grades 5. Il y a eu 5 grades 5 depuis le début de l'année. Bien. Merci Madame Cornibert, restez avec nous. Nicolas Mérigot, je rappelle que vous êtes le directeur général France de Korian. Alors Korian, 23 000 collaborateurs directs en France, 55 000 en Europe. Quelle est votre politique en matière de qualité de vie au travail ? Alors merci de me donner l'occasion de parler de la QVT, parce qu'effectivement chez Korian, c'est un des 3 piliers de la politique RH, avec la politique de rémunération et la politique de développement des compétences. C'est cette politique de qualité de vie au travail qui est clé pour nous, parce que bien évidemment nos collaborateurs qui travaillent dans les EHPAD, qui travaillent dans les cliniques, sont soumis à un stress professionnel qui est très important. Ils côtoient régulièrement la maladie, la souffrance, la mort, et ils vivent dans un environnement, j'allais dire confiné, le terme est maintenant a pris un autre sens, mais ils vivent entre eux 24 heures sur 24. Donc on est dans un milieu qui génère du stress, et on a besoin d'apporter des solutions. Et puis il nous semblait tout à fait nécessaire de prendre soin de ceux qui allaient prendre soin des résidents et des patients. Et ça nous est paru tellement évident qu'on en a fait en fait une symétrie en fait entre notre promesse client et puis notre promesse employeur. Alors, ces travaux, on les a menés, et ils ont abouti notamment à la conclusion d'un accord, d'entreprise sur la qualité de vie au travail qu'on a signé. C'est tout récent. Non, on l'a signé en 2017, donc oui. C'est pas si récent que ça. Non, en 2017. C'est moyennement récent. C'est moyennement récent. Et on a mis en place 4 axes de travail dans cet accord de QVT. Le premier, c'est de rendre, de donner la possibilité aux collaborateurs de connaître leurs droits sociaux et de les aider à les exercer. Donc c'est passé par le renforcement en fait, de nos systèmes d'assistante sociale. On a mis plus de monde, et puis on a vraiment fait des actions de communication très fortes pour que l'ensemble des collaborateurs connaissent leurs droits, et puis dans les établissements, qu'il y ait des référents qui les aident à les exercer, et notamment voilà, le droit de la jeune femme enceinte, le droit du pré-retraité, pour que ces droits soient réellement mis en œuvre. Le deuxième axe, c'était de travailler sur la pénibilité des métiers. Alors bien évidemment, là encore, beaucoup de formations gesto-posture, beaucoup d'équipements, c'est trivial, mais voilà, travailler sur le poids des chariots, le contenu des chariots, les longueurs, les distances, les équipements, les rails de transfert, et puis systématiquement en fait faire analyser la sinistralité, les accidents du travail par une équipe de préventeurs et d'ergothérapeutes qui travaillent non seulement en curatif, mais également en prospectif, c'est-à-dire chaque fois que l'on a un projet de nouveau bâtiment ou un projet de rénovation, cette équipe de préventeurs et d'ergonomes vont proposer des solutions pour que la pénibilité soit moindre. Le quatrième axe, c'était également de travailler sur les rythmes de travail, et notamment de donner la possibilité au personnel de nuit de revenir beaucoup plus facilement sur un horaire de jour. On sait que le travail de nuit est générateur de plus grandes maladies professionnelles, et donc à un moment donné, que ce soit chez la femme enceinte, la jeune mère de famille ou chez le senior à partir de 57 ans, de leur donner des facultés de revenir dans un travail de jour. Et puis le dernier point sur lequel on a beaucoup travaillé, c'est la prévention des risques psychologiques, avec donc la prévention de toutes les violences en fait, les violences internes entre salariés, les violences entre salariés, résidents, familles de résidents, et puis également les violences externes, celles qui sont vécues dans la vie familiale. Et donc là, c'est de la formation, c'est de l'assistance, c'est de dire non, dans tous les cas de figure, quelle que soit la violence, qu'elle soit interne, externe, ça n'est pas admissible. Vous devez réagir à ça, et notamment grâce, on en a parlé beaucoup, grâce à une ligne d'écoute qui permet aux collaborateurs d'appeler pour être
écouter, parce que je partage ce qui a été dit par les deux précédents intervenants, l'écoute, trouver un moment d'écoute qui ne soit pas une écoute sanction, une écoute managériale, une écoute professionnelle, qui soit une écoute déconnectée, simplement d'avoir quelqu'un qui vous réponde et qui prenne le temps de vous écouter et de vous proposer des solutions personnelles. Donc voilà. Donc ce système-là marchait avant la crise Covid et bien évidemment et malheureusement, il a été accentué. Donc voilà, je crois que une politique QVT dans une entreprise, c'est à la fois de l'investissement, c'est à la fois beaucoup de communication, c'est de la formation et puis c'est une série d'actions concrètes. Donc dans cet accord, on a des indicateurs et une commission de suivi pour s'assurer qu'année après année, eh bien, ce sur quoi on s'était engagé à travailler, tant les organisations syndicales que l'entreprise, eh bien, nous avançons dans ce cadre-là. Alors là, vous faites allusion au baromètre de satisfaction que vous faites auprès de vos collaborateurs tous les 2 ans ? Alors, c'est encore autre chose. On a aussi un dispositif de mesure de la satisfaction de nos collaborateurs, parce qu'effectivement, c'est très bien d'avoir des belles idées, de faire du top-down, d'être très content entre professionnels de la prévention des risques. Mais le plus important, c'est de mesurer aussi ce que ressentent réellement les collaborateurs. Donc, effectivement, comme vous le notez, on a un baromètre que nous faisons tous les 2 ans pour mesurer la satisfaction de nos collaborateurs, de même que nous mesurons la satisfaction de nos clients au sens large. Là, on a eu les résultats donc, de 2021 et les résultats sont quand même très, très encourageants. On a plus de 78% de nos collaborateurs qui sont satisfaits de leurs conditions de travail. Donc, on avance dans le même sens. Il arrive que ça débouche sur des actions concrètes ? Oui, bien sûr, puisque ces enquêtes sont faites au niveau des établissements et on a donc des plans d'action qui sont ensuite montés à l'échelle des établissements et on a une politique d'investissement également qui permet aux établissements d'avoir des investissements qui soient dédiés spécifiquement à l'amélioration de la qualité de vie au travail, notamment des équipements ou des rénovations de salles de pause, beaucoup de vestiaires, parce qu'on vient d'un monde où les vestiaires n'étaient pas souvent... je vois un sourire, c'est du vécu. Voilà. C'est la reconnaissance d'avoir des conditions d'accès à son lieu de travail qui soient les meilleures possibles. Donc, une mesure régulière de la satisfaction de nos collaborateurs et puis également donc, des budgets fléchés sur des actions très concrètes, très directes dans la vie de nos collaborateurs tous les jours. Nicolas Mérigot, en France, 2000 de vos collaborateurs sont en télétravail, c'est bien ça, dont une partie d'ailleurs l'était avant la crise sanitaire. Est-ce que c'est un élément favorisant la qualité de vie au travail ou plutôt un frein ? Alors, cette question du télétravail, elle est très, très intéressante. Dans notre accord de 2017, on était très, très contents d'avoir trouvé un accord sur le travail à distance, parce que c'était à l'époque, le terme, c'était travail à distance. Et on avait donné la possibilité aux collaborateurs des fonctions support d'avoir 2 jours de travail à distance, moyennant une autorisation de son supérieur hiérarchique en fonction de critères, capacité d'organisation, capacité d'apporter son moyen de travail à la maison, etc., etc. Bon, on voit bien que tout ça est devenu complètement désuet avec le Covid, puisque la force, ça a été nécessaire d'organiser le télétravail très très rapidement. Et donc en fait, aujourd'hui, la question que l'on a plutôt sur le télétravail, qui est désormais, je crois, un acquis, comme un des modes de travail qui est désormais acquis avec cette crise Covid, c'est de savoir si maintenant le télétravail n'est pas au contraire un frein à la qualité de vie au travail, si au regard justement du droit au décrochage, à la paix numérique, si on n'est pas allé un peu trop loin. Et je crois qu'il va falloir qu'on réglemente maintenant non pas l'autorisation du télétravail qui est complète maintenant, mais plutôt comment on limite l'immersion de la vie professionnelle dans la vie familiale qui peut être vraiment très perturbant pour la qualité de vie au travail. Et puis il n'y a pas que ça. Il y a aussi, je crois que les collaborateurs ont aussi un droit d'avoir
un regard plus fréquent de son manager sur la vie professionnelle, sur être aidé en permanence et pas simplement dans une séance très formatée. Je crois qu'on a besoin aussi d'interactions beaucoup plus naturelles. Donc, télétravail en 2017, c'était une façon d'amener de la qualité de vie au travail. Aujourd'hui, comment on régule ce télétravail pour conserver cet élément de qualité de vie au travail. Par exemple, sur les déplacements, en Ile-de-France, là, c'est un avantage pour les gens de ne pas avoir 1 heure ou 2 heures de route à faire le matin. C'est vrai qu'en Ile-de-France, c'est tout à fait plébiscité. Bon, le télétravail pendant le confinement, 2 dans un appartement avec 2 enfants, c'était pas forcément très très drôle. Non, je crois qu'il faut faire très attention à organiser tout ça pour qu'il n'y ait pas une confusion des vies familiales et de la vie du travail. Je crois qu'on a besoin d'une césure entre les deux. Et puis, je crois que les collaborateurs ont aussi envie d'avoir une présence managériale, une présence d'équipe, que le travail, ça se fait aussi en équipe et qu'une culture d'entreprise, une culture d'équipe, ça ne peut pas uniquement se vivre de façon très formatée derrière un écran Teams. Vous avez des appels à ce sujet, Madame Cornibert ? En fait, je me permets de réagir parce que c'est vrai qu'on parle de QVT, qualité de vie au travail, mais il y a un concept qui n'est pas de nous, mais du Crédir, qui a analysé beaucoup de témoignages également, un peu comme nous au niveau téléphone, qui parle de qualité de vie globale, de QVG. Et dans cette QVG, on parle d'état de santé de la personne, de la qualité de vie au travail et de la qualité de vie hors travail. Donc c'est vrai qu'on peut des fois être très très bien au travail, mais si on n'est pas, on a mal dormi et que quand on rentre chez soi, on ne s'est pas ressourcé, on n'a pas fait de sport, on n'a pas vu ses amis, finalement, on n'est pas en très bon état de santé, même pour prodiguer des soins et accompagner d'autres personnes. Donc la qualité de vie au travail, moi je trouve que c'est très bien de travailler sur des concepts, mais il faut aussi s'assurer, et à travers ce que vous faites et des ateliers de prévention, que la personne en dehors du travail, donc par rapport à son état de santé et peut-être ses horaires de déplacement, et peut-être le télétravail aussi apporte des choses, même s'il faut effectivement le réglementer, mais participe en tout cas au bon état psychologique et de santé de la personne. Donc oui, nous, tout ce qu'on organise en ce moment sur des ateliers de prévention, on fait partie d'ailleurs du programme Région Solidaire de la région Île-de-France, permet aussi à prendre conscience que pendant cette année, mais avant, on dormait pas bien, on n'avait plus d'activité physique, on n'avait plus forcément les bons réflexes alimentaires. Donc tous ces critères-là sont excessivement importants, en plus de la qualité de vie au travail, pour avoir une bonne qualité de vie et ce qu'on appelle maintenant la QVG. Mais sur le télétravail en particulier, je repose ma question, est-ce qu'il y a des gens qui appellent pour s'en plaindre, pour dire que ça leur complique la vie, pour dire que c'est difficile, qu'ils sont isolés, qui préféraient être au bureau ? Alors, on n'a pas eu d'appel sur le télétravail. Par contre, on a des peurs de retourner au travail et même de gens qui veulent changer de vie par rapport à ce qu'ils ont vécu. Donc, ce n'est pas tant le télétravail, nous, sur lequel on a des témoignages négatifs. C'est plutôt sur le fait de rechanger des habitudes et de revenir à des actions qu'ils n'ont plus envie de revivre. Merci. Eric, que vous inspire tout ce que vous avez entendu ? Une immense sympathie, assaisonnée de 2 petites nuances. Première petite nuance, ce n'est pas moi qui ai rédigé le titre de cette table ronde, mais vous vous en souvenez, QVT, un sigle barbare pour faire du bien. J'aime bien cette formule-là parce que, en effet, je m'inquiète de l'invasion dans la langue de nos contemporains des sigles et des acronymes. Et le barbare, c'est celui qui ne parle pas bien, qui en reste au b.a.-ba de la langue. Moi, je croyais que j'étais venu au monde pour dire vos yeux sont comme 2 saphirs brillants de 1000 feux. C'est la déclaration d'amour que O'Malley fait à Duchesse dans les Aristochats. Je pensais que j'étais venu au monde pour dire l'angoisse, c'est la morsure que le néant fait à notre âme. Je pensais que j'étais venu au monde pour dire le cœur a ses raisons que la raison ne connaît point. Et voilà que quand je rencontre un collègue à l'université, il m'arrive de lui dire il faut absolument qu'on se voit avant le CA pour voir si on fait une DBM2 au sujet des ECTS pour le CVU. Et je crois qu'un monde où on parle par sigle, par acronyme à tout bout de champ, c'est en effet un monde qui n'est pas très très beau. Je veux dire par là que
il faut prendre garde au fait que les professionnels n'aiment pas tellement qu'on leur impose des mots qui ne sont pas leur production immanente, si vous voulez. Ce n'est pas les professionnels qui ont inventé QVT, QVG, IVG, qui ont inventé l'obsession de la bientraitance, le savoir-être. Et ce n'est qu'une nuance. Hein. Évidemment, c'est merveilleux, non seulement de se soucier de la qualité de vie au travail, mais mieux encore de la qualité de vie globale. Mais la petite nuance, c'est faites attention à ne pas le faire en utilisant des termes qui peuvent apparaître pour les professionnels qui sont sur le terrain comme des innovations assez déconnectées de ce qu'ils vivent au jour le jour. Vous savez, un métier, ça a une langue. Pierre Perret a écrit un très beau livre sur la langue des métiers. Chaque métier a sa langue. Et mon grand-père était cordonnier. Une haleine, pour lui, c'est pas ce qui sort de la bouche, mais un certain outil dont il se servait pour manier le cuir. Et donc, respecter les professionnels, c'est aussi respecter les mots dont ils se servent au jour le jour. C'est ma première petite nuance. Ma deuxième petite nuance, c'est qu'il faut prendre garde au fait que les dispositifs mis en place pour que la qualité de vie au travail soit meilleure, eh bien, ne s'érigent pas comme des fins en soi. Ce ne sont que des moyens. Or, nous sommes dans un monde tellement administré que je m'inquiète toujours qu'un nouveau dispositif, au bout d'un certain nombre d'années, ne donne lieu à toute une série de tracasseries administratives, à une espèce d'usine à gaz administrative qui finalement oublie la fin au service duquel elle ne devrait être qu'un moyen. Il y a bien longtemps que je m'occupe un peu d'éthique médicale et je me souviens du moment où on a mis en place la démarche qualité. C'est très bien. Alors, il s'agissait de la qualité de vie des soignés à ce moment-là, pas vraiment de la qualité de vie des soignants. Et là encore, je ne peux célébrer qu'on prenne soin de ceux qui prennent soin. C'est absolument fondamental. Mais en même temps, ce que j'ai remarqué, parlant avec mes étudiants, c'est que parfois, le temps passé devant l'ordinateur à évaluer qu'on a bien mis en place les procédures de manière à ce que le soin soit de plus grande qualité, c'est parfois du temps perdu pour être au chevet des vieux, pour écouter ce que leurs pauvres mains racontent. Vous voyez, Sioran a dit que la seule raison qui légitimait le suicide, Sioran a écrit des livres, vous allez voir le genre de personnage que c'est, qui s'appelle « De l'inconvénient d'être né », sur les cimes du désespoir, précis de décomposition. Sioran a toujours dit que la vie était un fardeau plutôt qu'un cadeau, et il a toujours dit qu'il fallait se suicider, il l'a jamais fait, mais à la fin de sa vie, il a dit la seule chose qui justifie l'existence du suicide, c'est pas l'inexistence de Dieu, enfin débarrassé, c'est pas un chagrin d'amour, au début on est malheureux, mais après on devient un personnage nervalien, beau ténébreux, belle ténébreuse, je suis le veuf, le ténébreux, l'inconsolé, le prince d'Aquitaine. Le prince... Je peux être un peu técos, mais bien aimer les lettres. Hein. Mais j'en suis ravi. Non, il disait la seule chose qui justifie le suicide, ce sont les tracasseries administratives. Et donc, faisons gaffe à ce que ce beau moyen, qui est la mise en place de la QVT et même de la QVG, ne s'érige pas en fin en soi, qu'il n'oublie pas ce sur quoi il devrait veiller. Et c'est là que j'ai envie de dire aussi, ce n'est qu'un assaisonnement, une nuance, hein, c'est pas du tout une remise en question de l'idée qui a présidé à ces géniales inventions. Il faut aussi comprendre qu'il y a dans la vie humaine quelque chose de non mesurable. Peut-on mesurer la qualité ? Les mesures de la qualité la réduisent à une certaine quantité. Et il faut faire attention à ce que n'échappe pas, et être attentif aux signaux faibles. C'est-à-dire qu'on peut avoir une grille absolument extraordinaire. La qualité, la démarche qualité, on la respecte, c'est génial. Donc la qualité de vie des soignés, des clients, comme vous dites, est merveilleusement respectée. La grille nous a montré que la qualité de vie des soignants aussi est respectée. Mais en même temps, il y a de l'inévaluable. Donc j'invite, ce ne sont que deux nuances qui invitent à une petite vigilance. Ne multiplions pas les sigles et les acronymes dans notre langue. Et deuxièmement, faisons attention à ce que les moyens n'oublient pas les fins au service desquels ils sont moyens. Bien, merci. Vous voulez dire un mot très rapide? Non? Oui? Non? Non, je partage complètement ce que vous dites par rapport à toutes ces nuances. Et effectivement, c'est une solution. Il y a plein d'autres solutions pour essayer d'accompagner les gens qui souffrent. Par contre, il y a un mot, c'est ne jamais les laisser seuls, parce que ça peut être effectivement dramatique. Donc, il faut vraiment les écouter avec bienveillance.
Donc, et puis, il faut, comme vous dites, faire attention aux aidants, mais aux familles, parce que effectivement, un suicidé engendre derrière de grandes souffrances aussi au niveau de l'entourage. Donc, il y a aussi beaucoup de souffrances qu'il faut gérer. Merci en tout cas. Et bien évidemment, je partage la remarque, tout ça doit avoir beaucoup de sens. Et c'est ce sens qui est le plus fort. C'est le travail ensemble et la vie facile ensemble et être simplement bien dans les rapports que l'on a dans cette partie, nous, qu'on organise, qui est celle du monde du travail. Eh bien, merci à tous les trois. On termine sur ces paroles cette table ronde.